Bonjour, je m'appelle Anthony. Je suis étudiant en informatique industrielle au Collège Yenelgo. On finit cette session-ci, puis on va vous présenter notre projet. En arrière, c'est notre projet de fin d'études. Donc, moi, c'est Michael Lemieux, aussi finissant en technique d'informatique au Collège Yenelgo. Voici notre projet. Le projet s'appelle l'automatisation d'une serre. En fait, pour mettre un peu de background en arrière, à l'origine, cette table-là ici, c'est une table complètement mécanique. C'était utilisé par le département qu'on voit ici, la technologie de la production horticole et de l'environnement. C'était une table utilisée pour faire des semis, mais ils ont cessé de l'utiliser puisque un jour, la technicienne est tombée malade pendant une semaine. Et ce qui est arrivé, c'est qu'une fois revenu après sa semaine de congé, si on peut dire, toutes les plantes étaient mortes parce que en fait, il n'y avait personne pour s'en occuper. Et c'était complètement mécanique. Fait que quelqu'un tourne une valve pour arroser, etc. Donc, c'est là qu'on est venu dans le décor, en fait. On a créé un projet qui permet d'automatiser complètement la table, qui permet de ne pas avoir à toujours être à côté pour s'en occuper. Donc, avant de présenter le projet au complet, je vais commencer par le côté technique. Moi, je vais parler des pièces qu'on nomme souvent les capteurs. C'est en fait ce qui va aller chercher des données. Donc, on peut voir ici, en premier lieu, on a un premier capteur qui est caché dans les plantes. Celui-là, c'est un capteur de température. Il permet d'aller chercher la température qui est cachée dans le sol. Ensuite, caché de l'autre côté ici, on a un capteur d'humidité qui va permettre d'aller chercher l'humidité dans le sol. On a un troisième capteur caché dans la petite boîte, qui est dur à voir à cause de l'eau, qui est un capteur de lumière qui permet d'aller chercher l'intensité en luxe de la table. On a un quatrième capteur qui est caché ici, qui est un capteur un petit peu moins sophistiqué qui permet d'aller chercher la température et l'humidité de l'air ambiant, qui peut être utile parfois parce qu'on a une housse qu'on peut mettre sur la table. Lorsque c'est fait, l'environnement de la table et de l'extérieur est vraiment très différent, donc ça peut être utile de pouvoir comparer d'un environnement à l'autre dépendamment de ce qu'on a besoin. Ensuite, à côté, on a une zone. La zone, c'est en fait une représentation au sol de la serre, parce que la serre, elle a en elle des sections qui sont déjà partiellement automatisées, qui contrôlent déjà la température et l'éclairage. Donc ici, on a encore, quand même, pour aller chercher des données, un capteur de lumière et un capteur de température, un capteur d'humidité qui sont cachés dans la zone. Mais le seul qui nous intéresse vraiment, ça va être celui d'humidité parce que c'est le seul qu'on contrôle dans la zone. On a le système d'irrigation ici. Maintenant, mon partenaire va vous parler un peu plus des actionneurs de notre projet. On peut voir la brumisation qui vient de s'allumer. C'est un des actionneurs notamment qu'on a programmé. C'est très important d'avoir un système qui est en temps réel. Donc ça c'est vraiment bien avec les valeurs des capteurs pour ça. On va commencer par un qui est le plus important, qui est l'arrosage, qui était aussi plus complexe à développer, que ce soit la brumisation ou l'irrigation pour la zone, la brumisation pour la table à semis. Donc si on y va avec les pièces qu'on contrôle, ici on a une valve solénoïde qui contrôle l'arrosage de la table à semis. Comment que ça fonctionne? C'est que quand il y a un courant qui passe, il y a l'arrosage qui s'allume. Puis, lorsqu'il n'y a pas de courant qui passe, la valve se ferme. Donc, il n'y a plus d'arrosage qui se fait. Il y en a un autre un peu plus bas ici pour la zone. Donc, on contrôle deux endroits. Vous voyez l'irrigation qui vient de s'allumer à la zone ici. Donc, ici, si on suit les valves, il y a deux fils ici, les deux connecteurs. Ils viennent se brancher directement sur le contrôleur Spike. On voit, il y a un état qui vient de changer, la lumière vient de changer. Le contrôleur Spike, c'est lui qui donne l'ordre au solénoïde, qui envoie le courant, qui lui dit « allume-toi, éteins-toi ». Donc, c'est lui qui fait le relais de courant, dans le fond. Puis, ce relais-là, Spike, il est branché à un microcontrôleur Arduino. Dans le fond, c'est un peu la pièce maîtresse du projet. Le microcontrôleur Arduino, lui, il y a tous les capteurs qui sont branchés sur lui. C'est lui qui va chercher toutes les données des capteurs. Les capteurs envoient un signal en volts analogique. Puis le microcontrôleur Arduino le reconvertit en digital. C'est à ce moment-là qu'on peut aller chercher ces valeurs-là et les interpréter dans notre programme. Et aussi, donc c'est lui qui contrôle, c'est lui qui donne l'ordre aussi au contrôleur Spike d'allumer les valves, d'éteindre les valves. Donc, que ce soit avec un système de temps, comme on peut voir, on peut contrôler notre programme avec le temps, que ce soit un système directement avec les valeurs des capteurs, c'est lui qui va donner l'ordre au Spike
d'allumer ou d'éteindre l'irrigation ou la brumisation. Si on continue ici, le microcontrôleur Arduino est branché par câble USB vers la tour ici qui fonctionne comme notre serveur. Cette tour-là ici, elle contrôle aussi l'éclairage puis les câbles chauffants. On a des câbles chauffants ici. C'est à l'aide du protocole X10 qui est ici. Donc, comment fonctionne le protocole X10? C'est, en fait, il y a un signal qui est envoyé dans le courant porteur. Puis dans ce signal-là, le protocole X10 le décode. Est-ce que je dois m'allumer? Est-ce que je dois m'éteindre? Donc, avec le protocole X10, on peut se permettre de pouvoir contrôler directement les néons puis les câbles chauffants. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était contrôleur. On pourrait passer maintenant à voir comment on utilise notre programme, l'utilisabilité de notre programme. Donc, avant tout, c'est important de comprendre qu'il y a seulement le serveur ici qui est branché avec la table. Cet ordinateur-là est un autre ordinateur qui est seulement connecté au web. Notre application est faite sur le web directement, donc en théorie, n'importe quel ordinateur au monde peut y accéder. Donc, ça rend vraiment l'accessibilité très intéressante. Donc, on peut voir ici l'interface principale de la table. La partie du haut qu'on voit ici, pour commencer, en fait, ce sont des voyants lumineux qui permettent de savoir que chacun des états de la table, notamment l'éclairage, le chauffage et l'arrosage, de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment parce que comme je l'ai dit, c'est pas impossible qu'on soit dans un autre édifice ou un autre pays pour contrôler la table. Donc, on n'est pas nécessairement à côté. Donc, ça peut être pratique de savoir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on a les valeurs ici de chacun des capteurs dans l'application pour savoir en temps réel. Si on regarde et que je réaffiche, on va voir une fois de temps en temps que les valeurs vont changer. Il y a deux raisons pourquoi est-ce qu'ils peuvent changer. La première, c'est que les capteurs, bien évidemment, des fois on arrose, il y a des changements, donc ils captent les changements, mais il y a aussi le fait que les capteurs ont un léger degré d'incertitude. On parle d'environ un tiers ou un quart de degré. C'est vraiment important de comprendre ça juste pour voir l'ensemble du projet. Mais au final, ça ne change pas énormément les résultats. Donc ensuite, chacun des mécanismes est en sous-section dans l'application. Donc on peut voir ici, le premier c'est la température. Donc on se base seulement sur la température au sol pour faire nos changements. Le mode automatique en tant que tel, la façon qu'il fonctionne, c'est avec des bornes. Donc, on va spécifier une borne minimale, une borne maximale, et on va demander à notre application de travailler en fonction avec ça. Dans l'exemple ici, on voit la température minimale est de 20, la température maximale est de 25. Donc, ce qu'on va demander à notre programme, c'est de dire, tant et si longtemps que tu es en dessous de 20, je veux que tu chauffes. Si jamais tu montes au-dessus de 25, je veux que tu t'arrêtes. Et comme ça, il va essayer de se tenir le plus possible entre 20 et 25. Le principe pour tous les paramètres est le même. La seule différence, c'est que pour l'humidité, on a le choix de travailler soit avec l'humidité du sol ou l'humidité ambiante, comme j'ai parlé un peu dépendamment de si on a la hausse ou non. Pour la lumière, il n'y en a pas en mode automatique parce que c'est des néons. Ça aurait pris une lumière incandescente pour être capable de contrôler vraiment l'intensité de la lumière. Là, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Si on passe maintenant au mode manuel, le mode manuel de l'application est basé sur un système de temps. En fait, il a été inspiré d'un modèle déjà existant chez notre client, une application qui s'appelle Priva. C'est une application très coûteuse et propriétaire qui se base sur une unité de temps. Donc, on dit, j'aimerais ça que tu t'ouvres à 7 h du matin, que tu t'éteignes à 8 h du soir. Et l'application va simplement rouler avec ça. Pour ce qui est de l'humidité, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne pourrait pas arroser 12 heures de temps, ça n'aurait pas de sens. On introduit la signification des fréquences et des durées. Ce que ça permet de faire, c'est de dire j'aimerais ça que de 7 h du matin à 8 h le soir soit en fonction qu'à toutes les heures, pendant 15 secondes, tu t'allumes. Donc, à chaque premier 15 secondes de chaque heure, le système d'arrosage va partir, exemple. Ensuite, pour la zone, qui est la zone à côté, c'est sensiblement la même chose, à l'exception que c'est simplifié, parce qu'il y a simplement l'irrigation qu'on contrôle dans la zone. Donc, la seule chose qu'on a à voir, c'est l'irrigation. C'est la même chose. Même interface, facile d'utilisation, même type de voyant lumineux qu'on peut voir ici. Même mode manuel. Donc, ça, c'est vraiment pour l'application côté software qui est accessible par le web.
Maintenant, mon partenaire va vous parler de l'historique qui permet d'avoir un rendu de ce qui s'est passé dans la serre. Bonjour. C'était très important pour notre client d'avoir un historique de ce qui s'était passé dans la table à semis et dans la zone. Pour lui, c'était important de l'avoir et à court terme et à long terme. Quand on parle de long terme, il voulait l'avoir sur 1 an. Donc, 1 an et 1 semaine. Donc, comme ça, il pouvait aller voir qu'est-ce qu'il avait mis l'année précédente. Si on prend comme exemple, il est en train de faire c'est un professeur à l'école, il est en train de faire son plan de cours. Puis là, il veut voir qu'est-ce qu'il a fait l'année précédente, quelle valeur qui était, comment que la table se comportait. Il sait quelle plante qu'il avait mis à ce moment-là. Puis là, lui, il pourrait aller voir est-ce que j'avais mis ma table en mode automatique ou en mode manuel, pour aller voir est-ce que je devrais arroser plus, est-ce que je devrais arroser moins, etc. C'était important pour lui d'avoir un historique à long terme, justement, comme ça. Puis comment que ça fonctionne, c'est que le système de fichiers s'écrit à toutes les semaines. Donc, le lundi à midi, il écrit l'état de toute la table à semis et de la zone. Pour ce qui est de... Ou sinon, il y avait un historique à court terme. L'historique à court terme fonctionne sur 1 semaine. Puis, l'historique à court terme qui fonctionne sur 1 semaine, il est à très très court terme, il est en temps réel. Donc, à toutes les 10 minutes, le fichier réécrit l'état de la table à semis et de la zone. Puis, s'il y a des modifications entre ces 10 minutes-là, bien, il va le marquer aussi. Donc, je sais pas, je vais pouvoir montrer un exemple ici. Ici, on regarde, le fichier a été créé en le 2011-12-05. Donc, c'est lundi le 5 décembre à midi qu'on regarde ici. Ça, c'est le fichier à long terme. Ici, on voit vraiment toutes les valeurs des capteurs, tout ce qui se passe sur la table à semis, puis sur la zone. On voit que la température minimale acceptable au sol était de 20 degrés, le maximum 22 degrés. On voit que la table était en mode automatique. On voit qu'il faisait... la température au sol de la table était de 19,6. On voit aussi que l'air ambiant était à 23 degrés. Donc, c'est très détaillé. On voit aussi les pourcentages d'humidité. Ici, on voit la brumisation qui vient de se rallumer. Et pour ce qui est de l'historique à court terme, c'est sensiblement la même chose. On voit tous les états très bien détaillés, sauf que c'est à une fréquence de 10 minutes. Je vais vous montrer un exemple aussi. Je regarde ici les modifications qui se font entre les 10 minutes. Là, il y a plusieurs modifications qui se sont faites parce qu'on faisait des tests. Mais on voit la brumisation a été allumée mardi le 6 décembre à 16h06 et 55 secondes. Donc c'est vraiment à la seconde près. Qu'est-ce qui est bien avec notre système, c'est que c'est un système temps réel. Il est multithread. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent se passer en même temps. Si la brumisation s'allume en même temps, si l'irrigation s'allume en même temps, si les valeurs vont être bonnes à la seconde près sur l'interface, s'il y a des câbles chauffants qu'il faut qu'ils se ferment, qu'il faut s'allumer, tous les contrôles vont se passer. Peuvent se passer à la même seconde. Donc, c'est vraiment très intéressant pour ça. Il n'y aura jamais de conflit d'action. Donc, je pense que ça fait un peu le tour du projet. On pourrait vous parler aussi des problèmes qu'on a eus au courant du développement, puis aussi des langages qu'on a utilisés. Les problèmes qu'on a eus, les problèmes majeurs qu'on a eus, notamment, ça a été beaucoup de bureaucratie avec le cégep. Parce que c'était un projet qui demandait des sous, il y avait des pièces. On a pour un total de 500 $ de pièces. Ça a pris deux mois, un petit peu plus que 2 mois recevoir toutes les pièces. Puis on avait à développer le programme sur un total de 3 mois. Donc ça vient jouer dans la balance. Il y a eu beaucoup de tests qui se sont faits avant d'avoir reçu les pièces, avant de pouvoir réellement. Donc c'était purement logiciel. On ne pouvait pas vraiment tester, voir si ça fonctionnait ou non. Ça a été un des premiers problèmes. Un autre gros problème qu'on a eu, ça a été un problème de compatibilité entre les pièces. Le projet était supposé d'avoir une interface sans fil. Il n'était pas supposé avoir de câble USB qui était branché ici. Puis, à la suite de 3 jours complets de lecture de documentation sur Internet, sur le microcontrôleur Arduino, puis sur la plaquette qui permettait de faire le sans-fil, on s'est rendu compte qu'il était incompatible. C'était pas mentionné nulle part à part dans le fin fond d'un forum sur un site web. Donc ça a vraiment été très compliqué pour faire ça. On avait réussi à surmonter plusieurs épreuves pour essayer de faire fonctionner le Wi-Fi, mais finalement
On a décidé d'abandonner quand on a vu la piètre documentation du système qui permettait de faire le Wi-Fi. Donc ça aussi, ça a été un problème vraiment majeur qu'on a rencontré. Sinon, le troisième problème majeur qu'on a eu vraiment, ça a été la journée de l'exposition. Ça a été le plus drôle. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un des collègues qui était mal serré et lorsqu'on faisait des tests, on l'a fait rouler toute la journée là-bas, aucun problème. La journée de l'exposition, à 9h du matin, on fait un test et soudainement, on entend un bruit, on se penche, on regarde. Ah tiens, un jet d'eau en arrière de la table. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une des hausses qui s'est débranchée et qui s'est mis à couler pleine pression par en arrière de la table. On a créé un véritable lac dans l'atelier. Ça aurait pu virer au drame. Il y avait de l'équipement un peu électronique partout, mais heureusement, ça a arrosé personne, ou presque. Avec la poussée de 2 personnes, mais juste un petit peu. On n'a rien endommagé comme pièce. Finalement, on a eu quelques pièces à changer de fitting. Maintenant, tout est correct. Mais on a eu une belle barber avec ça. Sinon, l'autre aspect majeur qu'on a parlé vite, c'est les langages utilisés de programmation pour développer l'application. Essentiellement, on a l'application web qui est faite en Java, c'est un servlet en fait, qui roule sur Tomcat en Java. On a tout le serveur qui est en C++, de bord en bord. Et on a le Arduino qui est en haut ici, qui est en Wire. Le Wire, en fait, c'est un dérivé de C qui est commun à plusieurs microcontrôleurs. C'est à 95% en fait du C, là, très ressemblant. Donc, c'est pas mal l'essentiel des langages qu'on a utilisés. Je ne sais pas si on aurait d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié notre projet. Puis, Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ouais. Ça fait un plaisir.